En se basant sur le nouveau code électoral, en plus des 40 milliards d'ariars prévus au départ, la CENI a besoin de 16 milliards d'ariars supplémentaires pour mettre en place la prochaine élection. C'est ce qu'a déclaré le vice-président de cette commission. Outre cela, les 12 milliards d'ariars qui ont été alloués à cette entité dans la loi des finances rectificatives servent de budget nécessaire au fonctionnement de cette commission. Les requêtes des enseignants de la Grande Île seront traitées au cours du prochain Conseil des ministres. La grève va se poursuivre si les termes de ces requêtes n'obtiennent pas de retour favorable. C'est ce qu'a annoncé le syndicat des enseignants ce jour, après une rencontre avec le locataire du palais de Mahazouariv. Au Mexique, élu avec 23% des voix, López Obrador offre une victoire à la gauche, une victoire qui marque un tournant dans la vie politique mexicaine. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV pour cette nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, en se basant sur le nouveau code électoral, en plus des 40 milliards d'ariars prévus au départ, la CENI a besoin de 16 milliards d'ariars supplémentaires pour mettre en place la prochaine élection. C'est ce qui a été déclaré par le vice-président de cette commission. Outre cela, 12 milliards d'ariars ont été alloués à cette entité dans la loi des finances rectificatives comme budget nécessaire à son fonctionnement. Les détails dans ce reportage de Feizour Rafali. Les 12 milliards d'ariars supplémentaires alloués à la Commission électorale nationale indépendante, annoncés vendredi dernier à l'Assemblée nationale, ont été accordés à cette commission pour assurer son fonctionnement. Le budget spécifique à la mise en place de la prochaine élection n'a donc pas été revu à la hausse. Il a été maintenu aux 40 milliards d'ariars prévus dans la loi des finances initiale. Selon le vice-président de la CENI, en se basant sur le nouveau code électoral, il faudra 16 milliards d'ariars en plus pour réaliser les 2 tours du scrutin. Un budget que la ministre des Finances a promis à cette commission selon les explications. Toutefois, si l'élection s'achève au premier tour, les 40 milliards d'ariars inscrits dans la loi des finances seront largement suffisants. Rappelons que ce nouveau texte relatif aux élections fixe le nombre maximum d'électeurs par bureau de vote à 700. Ainsi, 4000 nouveaux bureaux de vote doivent être mis sur pied avant la prochaine descente aux urnes. Le budget nécessaire à l'organisation de cette élection doit donc être revu en fonction des nouveaux besoins, que ce soit sur le plan matériel ou humain. Toujours dans l'actualité politique, le mouvement mené sur la place du 13 mai ne réunit plus autant de monde qu'avant. Toutefois, les députés du parti Team ont annoncé aujourd'hui qu'ils ne comptaient pas mettre un terme à cette grève, et ce malgré l'annonce officielle des dates pour le premier et le second tour du scrutin de l'élection présidentielle. Et pour cause, d'après ces membres de la Chambre basse, de nombreuses requêtes sont encore restées sans suite jusqu'à ce jour. Sur un tout autre sujet, triste nouvelle, Jean-Charles Angiat-Sitouagne, important opérateur économique et journaliste du pays, s'est éteint samedi dernier à l'âge de 96 ans. Voici un extrait de son parcours. Jean-Charles Angiat-Sitouagne est décédé samedi dernier à l'âge de 96 ans. Un grand homme, un opérateur économique important et également une personnalité importante dans l'univers du journalisme. Il est à l'origine du groupe Angiat-Sitouagne. Il était également le président d'honneur du GEM, ou Groupement des entreprises de Madagascar. Cet homme a été connu comme étant le président fondateur et président du conseil d'administration du groupe Ultima Media. Il a également déjà été, à une époque, directeur de cabinet du ministère de l'économie. Dans le milieu du journalisme, Jean-Charles Angiat-Sitouagne a fait partie de l'équipe du Fanchum Baovao, imprimé dans le temps à l'Agnac. Il est le propriétaire du journal Les Nouvelles, édité en français, et du journal Tarach, édité en malgache. Pour rappel, il était le seul à être monté sur scène pour soutenir la lutte populaire lors du mouvement de 1972 et celui des années 90-91. Toute l'équipe de Cool TV FM réitère ses condoléances aux membres de sa famille ainsi qu'à tous ses proches. Dans l'actualité sociale, après la chute d'un car sur la route nationale numéro 1, parmi les blessés, 23 sont encore retenus au service des urgences de la Chiera.
Outre cela, les responsables au niveau de l'Agence des transports terrestres et du ministère de Transport se rejettent mutuellement la responsabilité sur cette affaire. Yves Richard. D'après les informations reçues du service des urgences de l'HIR à ce jour, concernant les rescapés de l'accident qui a eu lieu hier sur la route nationale numéro 1, un accident qui a fait 4 morts. Parmi les 55 personnes admises aux urgences, 23 d'entre eux nécessitent encore un suivi de près, dont 11 sont atteints à la tête. Il n'y a pas eu plus de morts depuis hier. Toutefois, sur les 23 personnes que nous avons maintenues aux urgences, 11 sont atteints à la tête et admis au service neurochirurgie qui se charge de ces cas. Ce n'est pas la première fois qu'un accident de la circulation a fait plusieurs morts à Madagascar. Face à une telle situation, pourtant, le ministère des Transports a déclaré n'avoir rien à dire à ce propos et a envoyé les journalistes de Cool TV vers l'Agence des transports terrestres. Au niveau de cette dernière, le même discours a été tenu. L'ATT pointe du doigt le ministère des Transports comme premier responsable face à ce genre de situation. Ainsi, aucune de ces entités ne se sent responsable et pourtant, il s'agit là de la vie des citoyens malgaches. Qu'en est-il du contrôle strict des véhicules de transport et des transporteurs, ainsi que de l'application stricte des lois en vigueur prônées par les responsables au niveau du transport ? Le laisser-aller et la corruption continueront-ils à régner en maître, laissant la population payer les pots cassés ? Avant de passer aux actualités internationales, les requêtes des enseignants de la Grande Île seront traitées au cours du prochain Conseil des ministres. La grève va se poursuivre si les termes de cette requête n'obtiennent pas de retour favorable. C'est ce qu'a annoncé le syndicat des enseignants ce jour après une rencontre avec le locataire du palais de Mahazouariv. Les détails dans ce reportage de Michael Ramarla. La grève des enseignants continue. Jusqu'à ce jour, les enseignants du secteur public n'ont toujours pas repris leurs cours. Ce matin, une rencontre a été organisée entre les représentants du syndicat des enseignants et le Premier ministre, Christian Tsai. Il a été tranché lors de cette réunion que 8 membres du corps enseignant vont regrouper les points importants de la requête des enseignants. Ces points seront ensuite traités lors du prochain Conseil des ministres. Ce qui se passe, c'est qu'une commission va être mise sur pied. Elle va être composée de représentants des enseignants, du ministère de l'Éducation nationale, de la primature, du ministère de la fonction publique et du ministère de la Finance. Elle aura pour rôle d'étudier l'aspect technique de ces revendications afin de déterminer jusqu'où l'État peut donner une réponse favorable à ces demandes. Mais ce que nous voulons renforcer pour tous les enseignants, c'est que la mise en place de cette commission ne signifie nullement que la lutte prend fin, c'est juste un moyen de trouver une solution à nos problèmes. Malgré la rencontre organisée aujourd'hui, le syndicat des enseignants continue à faire la grève. Tous les établissements publics de la Grande Île resteront clos. Je me tourne vers les parents d'élèves. Cette lutte que nous menons va servir à la génération future et c'est le meilleur moment pour la faire. Ainsi, nous vous demandons de ne pas considérer cela comme un problème ou d'en faire une source de discorde entre parents d'élèves et enseignants. Au contraire, nous sollicitons votre aide afin de mener à terme ce mouvement. L'arrêt ou non de cette grève va dépendre des réponses données aux revendications syndicales après le prochain Conseil des ministres. Passons maintenant aux actualités internationales. Crise politique ouverte en Allemagne, la chancelière reçoit son ministre de l'Intérieur. Ce dernier met sa démission dans la balance. Son départ pourrait déstabiliser le gouvernement de coalition. Les détails en images sur ce reportage de France 24. Après avoir agité le dernier sommet européen, la question migratoire perturbe la scène politique allemande. Cette fois, dans le propre camp d'Angela Merkel. Et c'est son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, qui menace de claquer la porte du gouvernement. Issu de la CSU et très conservateur, le ministre est en conflit ouvert avec la chancelière depuis mi-juin. Opposé à l'arrivée massive de migrants, Horst Seehofer propose alors un plan pour durcir la politique d'asile dans le pays et se voit opposer un non catégorique de la chancelière. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs adressé un ultimatum à Angela Merkel. Comme je l'ai dit, je présenterai ma démission du gouvernement si aucune solution n'est trouvée dans les 3 jours. C'est une manière de faire un pas vers un accord avec la CDU. Face à cette situation et pour tenter de désamorcer la crise, la CDU s'est réunie en urgence dimanche et a envoyé un signal au ministre de l'Intérieur.
Le but de la CDU est de limiter et de mieux organiser l'immigration en Allemagne. Sur ce point, nous sommes en accord avec la CSU. Un rejet unilatéral serait un mauvais signal pour nos partenaires européens. Cette crise politique illustre la fragilité de la coalition gouvernementale. Reconduite en mars dernier pour un 4e mandat, après des mois de tractation, Angela Merkel est à la tête d'une coalition gouvernementale composite. La démission de son ministre de l'Intérieur pourrait provoquer le départ de la CSU et donc la chute du gouvernement avec en ligne de mire des élections législatives anticipées. La CSU tiendra ce lundi une réunion de la dernière chance pour tenter de sortir de cette impasse politique. Au Mexique, élu avec 23% des voix, López Obrador offre une victoire à la gauche, une victoire qui marque un tournant dans la vie politique mexicaine. France 24. Devant ses partisans, Andrés Manuel López Obrador officialise sa candidature à l'élection présidentielle. À 64 ans, le vétéran de la gauche mexicaine n'a pas renié son style combatif aux accents populistes. Je suis entêté. C'est du domaine public. Eh bien, c'est avec cette même conviction que je vais agir comme président de la République. Après 2 tentatives en 2006 et en 2012, López Obrador prend la tête d'une coalition baptisée Le Mexique en avant. Une alliance improbable entre son parti Morena et le Parti des travailleurs à gauche, avec le parti de la droite conservatrice Rencontre sociale, opposé à l'avortement et au mariage pour tous. Mais AMLO, comme on le surnomme d'après ses initiales, balaye toute critique. Il se présente avant tout comme le candidat des pauvres. Il veut s'attaquer au narcotrafic et à la corruption qui gangrènent le pays depuis trop longtemps. Durant sa campagne, il s'est notamment rendu dans l'état du Guerrero, miné par la violence des cartels de narcotrafiquants. Avant de prendre mes fonctions, je viendrai ici, devant vous tous, pour vous présenter mon plan de développement pour la montagne. López Obrador s'est engagé à changer la façon de gouverner le pays, une promesse qui a séduit les électeurs. Sa victoire marque un tournant dans la vie politique mexicaine. AMLO devient le premier président de gauche de l'histoire moderne du pays. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. En se basant sur le nouveau code électoral, en plus des 40 milliards d'ariars prévus au départ, la CENI a besoin de 16 milliards d'ariars supplémentaires pour mettre en place la prochaine élection. C'est ce qu'a déclaré le vice-président de cette commission. Les requêtes des enseignants de la Grande Île seront traitées au cours du prochain Conseil des ministres. La grève va se poursuivre si les termes de cette requête n'obtiennent pas de retour favorable. C'est ce qu'a annoncé le syndicat des enseignants ce jour, après une rencontre avec le locataire du palais de Mazarik. Et au Mexique, élu avec 23% des voix, López Obrador offre une victoire à la gauche, une victoire qui marque un tournant dans la vie politique mexicaine. Et ce soir, ne manquez pas le film de Hurricane Heist sur Cool TV. Regardons tout de suite la bande-annonce. Oh putain, je vais vous demander de faire demi-tour. Au travail. Ça sent pas bon. Je déteste les témoins. Montez! Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de voler le fric. Où elle est? T'as besoin de moi, je suis la seule à connaître le code. Vous êtes parti avec mon frère, où est-ce qu'il est? J'ai besoin de toi. Allez, on va sauver le monde. C'est pas gagné. Tu plaisantes, j'espère. Allez, on emmène tout. Ce machin va nous bouffer tout cru. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.